Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vici Properties? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, c'est une demande ici. Donc, Vici Property, je pense que c'est une entreprise, c'est un REIT aux États-Unis, essentiellement dans le domaine des casinos. Donc, ils possèdent les bâtiments, d'accord? Donc, ils louent généralement ces casinos-là à différents opérateurs. Donc, généralement, c'est des contrats très, très long terme. Généralement, c'est une quinzaine, une trentaine d'années parfois. Donc, vous pouvez voir ici, ils ont une plaquette sur leur site pour aller regarder ça ici, notamment au niveau des contrats par là. Par exemple, ici, on vous dit que le lease moyen ici, dans lease terme ici, donc le contrat de location moyen est à peu près de 34 ans. Waouh! 34 ans en moyenne. Donc vous voyez que comparé par exemple à des entreprises comme Realty Income, qui ne font pas exactement la même chose, même si Realty Income commence à faire des acquisitions dans ce domaine-là. Donc c'est à peu près 9 ans ici, WP Carré, 10 ans, National Retail, 10 ans, Store Capital, 10 ans, à 14 ans à peu près. Donc j'aime bien Store, National Retail, Realty Income. Donc je pense que Store va se faire acheter ici. Donc je pense qu'on avait fait une vidéo justement sur Store Capital. Ce qui est drôle, c'est que l'acquisition se fait à presque au niveau de la valeur qu'on avait calculée pour cette compagnie-ci. Peut-être que c'est une coïncidence également. Mais vous pouvez toujours aller voir cette vidéo-là, ça vous permet à peu près de voir à peu près comment est-ce qu'on avait réfléchi pour arriver à ce niveau-là. Donc, j'ai déjà analysé plusieurs rates ici et je vous ai toujours dit que le plus important sur les rates, c'est pas le net income ou le free cash flow, c'est le AFFO. D'accord? On ne va pas revenir dessus. Je vais aller directement, straight to the point. Donc, on va prendre directement ici le AFFO. On va aller chercher le cap rate. Et le cap rate, en fait, vous n'avez pas le choix que de regarder, de lire les rapports financiers pour essayer de le trouver. Parce que c'est souvent une métrique qui est difficile à trouver. Vous pouvez avoir des cap rates, par exemple, quand l'entreprise fait l'acquisition d'une propriété, elle peut acheter un cap rate de 7, mais quand elle revend ses propriétés, elle les revend à des cap rates de 5. Donc, c'est vraiment très ambigu. Donc, moi, par exemple, je dirais que c'est un peu comme un pense-bête pour moi. J'ai développé un peu comme un cap rate par défaut, je vais l'appeler comme ça, dépendamment de la qualité de l'actif. Par exemple, sur les entreprises où je pense que les actifs ne sont pas aussi extraordinaires que ça, donc je parle des rates, bien sûr. Je pourrais peut-être prendre des cap rates aux alentours de 7-8% par là. OK? Donc, notamment pour ceux qui sont, par exemple, dans les centres commerciaux, mais les centres commerciaux de moins bonne qualité. Et quand on prend en comparaison des entreprises comme, par exemple, Realty Income, on peut prendre des cap rates de 5% par là, 5-6%, donc de préférence 5%. Et Vichy, vu la durée des contrats, vu également la qualité, voilà, généralement c'est des contrats de très longue durée. Et les entités à qui elle loue ces bâtiments-là sont généralement solvables ici. Donc c'est un domaine également qui est très régulé, où il n'est pas facile de percer, d'accord? Donc ils ont un avantage compétitif naturel, je dirais, dans le sens où ils ont des licences en fait. On n'ouvre pas des casinos comme ça, comme si on ouvrait une boutique, d'accord? Donc ça prend du temps. So, généralement, je prendrais peut-être des cap rates de 5% ici, mais il faut toujours aller vérifier. Il ne faut pas juste imaginer le cap rate d'une certaine façon. Il faut toujours aller vérifier. Donc j'ai peut-être un document ici où on cherche le cap rate, d'accord? Je vais mettre cap rate ici, je cherche l'information. Est-ce qu'on me l'a donné? OK. À partir de ce niveau-ci, on me dit ceci. Le net operating income par rapport au cap rate pour les transactions dans le domaine des single asset real estate transactions entre 2015 et 2021, d'accord? Donc vous voyez ici que voilà, 5%, c'est en moyenne à peu près vers ce niveau-ci pour les acquisitions qui ont été faites ici, vers cette zone-ci. Mais ce n'était pas, on vous dit de 2015 à 2021. Pourtant, vous constatez une chose. De 2016, the shop at Crystal sold in 2016 at 4.5 cap rate. Donc, voilà, comment on appelle ça? Ce bâtiment-ci s'est vendu à un cap rate de 4,5%. Cap rate de 4,5%, en fait, c'est un PER. Hein. Ça veut juste dire ceci. Ça veut dire qu'on fait 100 divisé par 4,5. Ce bâtiment-ci s'est vendu à 22 fois les loyers. D'accord? 22 fois les net operating income. Le Town Square à Las Vegas s'est vendu à 5,3%. Donc, ça veut dire qu'à un cap rate de combien, un PER de combien? On fait 100 divisé par 5,3, un PER de 18,86, presque 19 fois les loyers ici. Donc, c'est-à-dire que si on vous reverse la totalité des loyers ici, des net operating income en dividende, vous aurez un rendement de 5,3%.
OK? Et vous voyez ici que the ground canal shop debt was refinanced at 2019 at a present cap rate of 4.5. Donc, on a refinancé ici le mortgage de ce bâtiment-ci à un cap rate à peu près de 4,5%. So, ça vous donne à peu près une idée générale de là où est-ce qu'on s'en va sur ce genre de business-ci. Donc, vous pouvez également constater que les transactions de Vici généralement fait des transactions avec de très bons cap rates. En fait, quand on dit Vici fait une transaction avec un très bon cap rate, ça veut dire que quand Vici fait l'acquisition d'un bâtiment, il le fait avec un cap rate plus élevé, ce qui veut dire qu'il paye moins. D'accord? Il paye moins. Parce que si le cap rate est moins élevé, vous payez plus. Je vous prends un exemple. Si le cap rate est de 10%, vous payez 10 fois les loyers. Si le cap rate est de 5%, vous payez à peu près 20 fois les loyers. D'accord? Donc, vous voyez que le prix est totalement différent ici. Donc, il vous manque également à peu près les bâtiments qui sont, par exemple, les offices, donc comment on appelle ça encore, les immeubles de bureaux ici. Les bureaux se vendent à peu près en majorité aux alentours de 4 à 5 fois les cap rates ici. Les retail, donc aux alentours, donc quand on parle de retail ici, on va parler par exemple des entreprises comme, comment on appelle ça, comme Realty Income qui va s'échanger par exemple, qui aura des cap rates aux alentours de 5% également par là. Vous allez voir les medical office. Medical office par exemple, vous allez voir les medical office, on parle par exemple de Medical Property Trust qui peut avoir des cap rates aux alentours de 6% ici. Et les gaming ici, donc gaming c'est essentiellement les casinos, les choses comme ça, ont des cap rates plus élevés. Vous voyez? Plus élevés. Mais on vous mentionne que ce cap rate-là, surtout au niveau de Las Vegas, pour les actifs les plus qualitatifs, s'échange généralement à des cap rates moins élevés que ça. Donc, ils ont tendance à être de meilleure qualité ici. OK? So, faites attention. Le cap rate ici, par exemple, pour cette compagnie-ci, Vici, moi, je vais prendre un cap rate de 5%. Et encore, je vais me protéger parce que je prendrai en considération la dette. OK? Je prendrai en considération la dette. Donc, il faut faire attention. Le cap rate, surtout, c'est un élément très déterminant. Donc, il faut savoir l'apprécier. Si on fait une erreur sur le cap rate, on fait une erreur sur tout le calcul. D'accord? Donc, c'est un ensemble. Il faut regarder les éléments quantitatifs et surtout qualitatifs. OK? Et regarder également là où est-ce que le marché s'en va présentement. Donc, je prendrai un cap rate de 5%. Comme je vous l'ai dit ici, je rappelle toujours que je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, mon cap rate sera de 5%. OK? Je vais bien l'écrire ici. Cap rate 5%. OK? On va mettre 5% ici. Maintenant, tout ce qui concerne le revenu, on va aller faire la recherche ici. Mais n'oubliez pas une chose. Vichy fait des acquisitions par-ci, par-là. Dernièrement, elle a fait l'acquisition de MGM Group, Grow Property, je pense bien, si je ne me trompe pas. Elle a également fait l'acquisition d'un autre bâtiment. Mais ça impacte positivement les revenus, les loyers, et ça impacte négativement la dette. Donc, la dette augmente. Donc, faites attention à ça, parce que quand on prend les métriques ici, il faut bien vérifier que, voilà, ça pourrait changer très rapidement. Par exemple, j'ai les informations du deuxième trimestre ici, d'accord? Quand je cherche la dette ici, donc dette nette ici, on a aux alentours de 13 milliards par là. Donc, on me donne la dette nette ici, 13 milliards. Tant mieux. OK? Donc, si on me donne la dette nette à 13 milliards, je sais que la dette nette est aux alentours de 13 milliards ici. Donc, quand je viens regarder à peu près à ce niveau-ci, je vois à peu près 13 milliards par là. Donc, en termes de calcul, maintenant, qu'est-ce qui me manque? Ce que je préfère faire ici, généralement, c'est d'aller regarder le AFFO. Et il vous donne également cette information-là. Contrôle F, on fait la recherche AFFO directement ici. On descend. Boum, boum, boum. Donc, vous allez voir que le AFFO ici vous donne, je préfère prendre le AFFO, le guidance du AFFO ici, donc par rapport à ce qu'on pourrait avoir cette année-ci. Donc, il pense avoir en termes de guidance, donc les prévisions par rapport à 2022, un AFFO entre 1 milliard 660 et 1 milliard 690. Je vais être gentil, je prends 1 milliard 690. D'accord? Ça, c'est pour cette année-ci, parce que l'année prochaine, ça pourrait changer avec les acquisitions qu'on a effectuées. Donc, je prends 1 milliard 690 pour le AFFO. Maintenant, mon cap rate est de combien? 0.05. Ça veut dire qu'on est à combien? On est à 33,8. On est à 33 milliards 800 pour la capitalisation. Si on devait vendre tous ces bâtiments, ici, c'est 33 milliards 800 par rapport à FFO. Maintenant, je dois enlever la dette nette. La dette nette est de combien ici? Vous voyez que je passe rapidement ici. On a à peu près 13 milliards 940. Donc, est-ce que c'est la même chose qu'on a ici? Donc, dette. D'accord. Dette. 13 milliards 720, donc je vais prendre 13 milliards 900. Je vais prendre 14 milliards ici. Je ne vais pas me casser la tête. J'aime les chiffres ronds. On va prendre ici moins 14 milliards. Ça ne va pas. Bon, ok. 14 milliards. On va faire simple. 14 milliards. Voilà. Maintenant, ça nous donne 19 milliards 800. Maintenant, le nombre d'actions. Si vous regardez bien également, il vous donne également un nombre d'actions ici, à peu près à un certain niveau. Pourquoi? Parce que le nombre d'actions également tend à augmenter. Vous remarquez ici, qu'est-ce qu'on voit? Le nombre d'actions augmente.
On a 698, 699 millions d'actions ici. Et il vous mentionne ici on sera à peu près à combien de millions d'actions en moyenne. On va aller voir ça ici. Actuellement, on est à 896. Ici, on était à combien? Ouais, donc vous voyez qu'on est déjà un peu 896 à ce niveau-ci. Donc le nombre d'actions augmente par rapport à 2022, les 3 derniers mois ici. Or, en 2021, on était à combien? 2021, on était à 554. Donc je vais bien vérifier ici qu'au niveau du nombre d'actions, j'ai pris le quarterly. Voilà, donc vous voyez ici, on est à combien? 896. Donc, on a le bon chiffre à ce niveau-ci. Quand on compare ici, on est à 896. Parfait. Je vais également voir, ils s'attendent à avoir à peu près combien, parce que ça augmente ici graduellement par rapport aux prévisions de AFFO. AFFO, AFFO, AFFO. On cherche l'information. Voilà. 879 à peu près. I, donc estimate average, ça c'est average, donc la moyenne ici. Donc je vais prendre ici le 897 qui est ici, d'accord? Donc on dit ici 897. Donc nombre d'actions 897. 897. Ici, je veux faire simple. Je vais mettre le AFFO. AFFO ici à combien? 1690. Donc, la dette nette ici. Donc, AFFO. Ça m'écrit à Folan. Mon Dieu. AFFO. Ici, la dette. Donc, je vais mettre la dette ici aux alentours de combien? La dette ici sera aux alentours de 14 milliards. Je sais que c'est 13 milliards et poussière. Je vais prendre 14 milliards pour un chiffre rond. Donc, le nombre d'actions ici, on a un nombre d'actions aussi, 897 ici. Donc, j'ai déjà les éléments nécessaires pour faire la valorisation ici. Donc, vu qu'on avait déjà fait cap rate, le AFFO multiplié par le cap, divisé par le cap rate ici, ça nous donne 33 milliards 800 moins la dette nette divisé par le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici, c'est 897. Donc, divisé par 897 millions, ça nous donne ici combien? Une valorisation de 22 dollars l'action. Donc, en prenant en considération la dette, la valorisation de cette compagnie ici sera aux alentours de 22 dollars l'action. Et j'ai pris un cap rate ici de 20. D'accord? Si le cap rate est bien plus bas que ça, donc ça veut dire que si le cap rate, admettons que le cap rate ici est peut-être de 25, d'accord, on sera peut-être aux alentours de 27 à 30 dollars par là. Actuellement, on cote à combien? On cote à 30 dollars l'action. Je dirais que je trouve 22, mais je pense que l'entreprise est correctement évaluée. OK? Cette compagnie-ci est correctement évaluée dans le sens où, si on prend maintenant en considération les prévisions de croissance, OK? Parce que nous sommes en 2022. Les loyers, les bâtiments ici sont indexés au loyer. Donc, les loyers par rapport ici, les bâtiments ici sont indexés à l'inflation, excusez-moi. Donc, les loyers sont indexés à l'inflation. Donc, vu le niveau d'inflation, on pourrait s'attendre à des revenus assez croissants pour l'année prochaine. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va observer ici? En 2023, on s'attend à avoir à peu près un AFFO de 1 milliard 976 millions. OK? AFFO de 1 milliard 976 millions. L'année prochaine, donc 2023, si ça arrive, tant mieux, ça reste une prévision. Donc maintenant, si on prend le 1 milliard 976 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle, 14 milliards, d'accord, divisé par le nombre d'actions, qui est de 897, on arrive à combien? 28 dollars l'action. Donc, comme je disais tantôt, on est correctement évalué par là. Et si on regarde également l'entreprise autrement, dans le sens où si l'entreprise vous distribue la totalité des AFFO en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, 1,690 divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 29 milliards 327, voilà, on dirait 327, ça donne à peu près 5,7% de rendement. Si elle vous verse la totalité de dividendes ici, ça fait 5,7% de rendement. Donc, l'entreprise ici, encore une fois, est correctement évaluée. Elle n'est pas sous-évaluée de ouf. Elle est correctement évaluée et votre avantage ici, c'est la croissance. Donc, si elle continue à faire des acquisitions dans le domaine et selon la plaquette que j'ai vue ici, d'accord, n'oubliez pas que c'est un élément ici de marketing. Il y a beaucoup d'acquisitions dans le domaine. Il y a beaucoup d'opportunités également. Elle a des droits d'acquisition sur certains bâtiments ici. Je ne sais pas c'est lesquels, j'ai oublié. Donc, vous pouvez aller, elle a totalement détaillé ça ici. Donc, elle a le droit d'acheter certains, enfin pas le droit, mais elle se réserve le droit d'acheter en primeur certains bâtiments. Donc, les personnes qui ont ces bâtiments-là présentement, les casinos qui opèrent ces bâtiments présentement, quand ils devront vendre ces bâtiments-là, ils vont d'abord proposer les bâtiments à Vichy. D'accord? Donc, voilà, on peut prévoir ce qu'on a ici. Donc, on dit que Vichy, à peu près, je ne dirais pas que c'est une opportunité d'investissement extraordinaire, mais l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Vous ne surpayez pas du tout. OK? Donc, on voit ici que l'entreprise, il y a eu une variation de prix ici entre-temps. Est-ce que la variation de prix est énorme? Alors, on va juste prendre ça ici, on va fermer ça, on met ça, on ouvre ça et on prend ça, on met ça comme ça, en linéaire, ça donne ça. OK. Donc, voilà.
à 30 dollars l'action, vous ne surpayez pas du tout. Si vous l'avez acheté aux alentours de 26 dollars l'action, vous avez également un bon prix. Si vous l'avez acheté aux alentours de 12 dollars l'action, de toutes les façons, entre 30 et en dessous de 30, votre prix est correct. OK? Votre prix est correct. OK? Idéalement, personnellement, si je devais acheter cette compagnie-ci à un prix, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Vous savez que je suis difficile en affaires, très très difficile. 1, 6, voilà. Ouais, en fait, rendement de 10%, 1,60, 1,690 divisé par 0,1, 10% ici, divisé par 897. Idéalement, on pourrait avoir aux alentours de 20 dollars l'action. Ça pourrait m'intéresser par là. Ça reste une belle entreprise, hein. Je ne dis pas que de vous dire que le prix actuel est mauvais. Maintenant, parlons du dividende. Parce qu'en fait, c'est là où tout peut se compliquer. Actuellement, on a 1,690 milliard pour le dividende. OK? En date d'aujourd'hui, 1,690 milliard. Et ce dividende a un rendement de 5% en date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on prend le 1,690 milliard, d'accord, divisé par 897 millions d'actions, ça donne à peu près 1,88 par action. D'accord? Donc quand on prend le dividende ici, dividende per share, sur les 12 derniers mois ici, on verse à peu près un dividende ici aux alentours de 1,40 $. 1,40 $ ici, donc quand on fait 1,44 divisé par 1,88, donc on paie à peu près 75% ici en termes de payout ratio, 75-77%. Donc c'est déjà assez élevé. Il nous reste 23% ici pour payer la dette. Et quand on dit 23%, ça représente quoi? 23%, c'est ça. C'est-à-dire qu'il nous reste à peu près aux alentours de 400 millions pour payer la dette. En 5 ans, on rembourse 2 milliards ici. On n'est pas pressé. Du moment où la dette est bien, étalée ici sur le temps, et également du moment où les taux d'intérêt sont assez corrects, on est correct à ce niveau-là. OK? Donc, si on a également une augmentation ici, disons que l'année prochaine, on s'attend à peu près à 1 milliard 900 et poussière, disons on s'attend à 2 milliards en termes de AFFO par là. Si on s'attend à 2 milliards par là et qu'on garde à peu près le même niveau de dividende, parce que je ne suis pas de ceux qui veulent absolument que le dividende augmente absolument. Surtout, la pérennité de l'entreprise est plus importante que ça, ok? Si l'entreprise a des dettes correctes ici et juge nécessaire de payer le dividende ici, tant mieux. Mais quand je prends mon hypothèse ici, je regarde toujours la dette et le dividende, ok? Donc, je ne peux pas prévoir si le dividende va augmenter ou pas du tout. Actuellement, il pourrait même augmenter parce que techniquement, si on nous verse la totalité des free cash flow, des nets, des AFFO, on a 5,7% par là. Donc, on pourrait l'augmenter. Actuellement, on est encore à 5%. OK? So, on pourrait l'augmenter. Mais est-ce que c'est nécessaire de continuer à l'augmenter? C'est la question qu'il faudrait vous poser, d'accord? Donc, quand on prend ici l'entreprise par rapport à la valorisation divisée par 897 millions d'actions, d'accord? C'est bien 897, si je ne me trompe pas. Oui, 897 millions d'actions divisé ici. Donc, quand on prend 1,44 divisé par 2,22, donc si le dividende n'augmente pas ici, l'année prochaine, on pourrait se retrouver à un payout ratio de 65%. D'accord? Ce qui n'est pas mal. Donc, ça veut dire qu'il va nous rester à peu près 35% pour repayer la dette ici. Donc, c'est près de 700 millions. 700 millions en 5 ans, on rembourse 3 milliards 500. Donc, 3 milliards 500 ici, ça peut peut-être représenter aux alentours de, voilà, 3 milliards 500 par rapport à la dette actuelle. 3,5 divisé par 14, ça représente à peu près 25% de la dette actuelle. Donc, moi, je dis une chose. Le dividende ici, il est safe. D'accord? Il est safe. Il pourrait continuer à croître, mais est-ce qu'il devrait continuer à croître? Point d'interrogation. Pour le moment, il n'y a pas de danger par rapport à la dette ni quoi que ce soit. On est assez correct à ce niveau-ci. On peut également voir ici la dette nette ici sur EBITDA ici. Donc, on peut voir à peu près où est-ce qu'on se situe par là. Voilà, on reste aux alentours de 12. Mais voilà, 12, c'est un peu légèrement élevé, mais attention, peut-être que ça ne prend pas en considération l'augmentation des EBITDA par rapport à l'année prochaine ici. Donc faites attention. Donc l'année prochaine, ces EBITDA pourraient diminuer. Donc vous avez vu, c'est que d'habitude, cette compagnie-ci garde une dette aux alentours de 5 fois les EBITDA par là. Une dette nette aux alentours de 5 fois les EBITDA. Donc elle a l'habitude d'avoir une énorme dette qu'elle repaye généralement très rapidement. Ok, on peut également voir ici l'évolution de la dette ici, est-ce que la dette nette augmente? Oui, la dette nette augmente, mais on a déjà eu ici, on a eu des niveaux de 4 milliards, on est retombé à ce niveau-ci, et vous avez vu qu'on était à un niveau de 30 fois les EBITDA, et là on s'est retrouvé à 9 fois les EBITDA, donc elle a conscience de la dette ici, donc je pense qu'elle est au courant du fait de baisser le niveau d'endettement ici. Donc, Vichy, est-ce que c'est très intéressant au prix actuel? Bof. Bah, ça dépend de vous. Le prix n'est pas mauvais de toutes les façons. Mais bon, on pourrait s'attendre à mieux que ça, mais le prix n'est pas déjà mauvais en date d'aujourd'hui. C'est à vous de prendre la décision nécessaire. Je ne dirais pas que l'entreprise est surévaluée. Elle est correctement évaluée au mieux. Maintenant, le bénéfice résultera ici de la croissance future. Et pour savoir est-ce qu'on a une croissance future ici, il faut lire les rapports financiers. Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.